par me présenter. Donc, je suis Leslie Palamède, co-coordinatrice au sein d'Oxfam Québec Université Laval, qui est une association étudiante rattachée à l'organisation Oxfam Québec. On s'engage notamment pour sensibiliser la communauté universitaire autour de trois grands thèmes, donc qui sont la justice climatique, la justice de genre et la justice sociale. Alors, j'aimerais également ajouter qu'en tant que groupe situé à Québec, nous reconnaissons que nous sommes actuellement sur le territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Et moi, ce que je vais vous inviter également à faire, c'est vous interroger et partager éventuellement dans le chat la reconnaissance des territoires que vous occupez actuellement. Vous allez avoir un lien qui va vous permettre d'avoir une carte géographique avec les différentes reconnaissances possibles de vos territoires. Voilà. Alors, pour commencer, je souhaiterais brièvement présenter les différents panélistes qui nous font l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui. On aura bien évidemment l'occasion d'en savoir davantage sur leur parcours tout au long de notre discussion. Mais je vais d'abord commencer avec Isabelle de Champlain-Bringuet, qui est actuellement chargée de programmes en justice de genre et droits des femmes au sein d'Oxfam Québec. Alors, lors de ses expériences antérieures, Isabelle a eu l'occasion de travailler en Palestine autour de la justice de genre, mais a également pu développer une certaine expertise en lien avec les femmes et les changements climatiques, notamment dans les pays du Sud. Donc, on a hâte de pouvoir entendre tout ce qu'elle a à nous partager. On va continuer avec Jenna Webb, qui est fondatrice de Mère au Front, Rosemère et ses environs. Donc, Jenna possède une expérience significative en Amazonie qui lui a notamment permis de nourrir une importante réflexion autour des questions environnementales et des peuples autochtones d'Amazonie, que l'on retrouve notamment à travers sa série de blogs scientifiques, dont l'un des plus populaires porte notamment sur les femmes et l'invisibilité des écosystèmes, que je vous encourage d'ailleurs vivement à lire. Amandine Gournay nous fait également le plaisir d'être parmi nous. Elle est actuellement conseillère en développement durable et chargée de projets genre et environnement au sein du réseau des femmes et environnement. Amandine a réalisé au cours de sa maîtrise en gestion de l'environnement un essai portant sur l'écoféminisme. C'est d'ailleurs une notion sur laquelle on aura le plaisir de revenir lors de nos échanges. Enfin, nous avons avec nous Ashley Byrne, qui est étudiante en deuxième année de doctorat et gestionnaire de projet au sein de l'Alliance étudiante en développement durable de l'Université Laval. Et elle est également coordinatrice de campus sur les objectifs de développement durable. L'approche des ODD est particulièrement intéressante, notamment compte tenu des objectifs 5 et 13 qui portent sur l'égalité entre les sexes et la lutte contre les changements climatiques. Donc, vous l'aurez bien compris, on a droit à un panel d'exception aujourd'hui. On a des intervenantes au profil variés, qui ont des expériences diverses et qui évoluent aussi bien dans le milieu étudiant que professionnel. On a vraiment fait le choix d'opter pour un dialogue ouvert dans lequel les perspectives multiples nous permettraient justement d'enrichir notre réflexion autour de la thématique et du lien entre femmes et changement climatique. J'ai donc particulièrement hâte d'assister à ces échanges. Juste avant de débuter la discussion, j'aimerais simplement mentionner aux participants du public qu'ils auront la possibilité de poser des questions, notamment dans la section Q&R du chat, et nos intervenants auront la possibilité d'y répondre lors de la période de questions prévue à cet effet. Donc, sans plus attendre, on va pouvoir initier notre discussion en commençant par la première partie qui porte sur le fait d'être engagée en tant que femme. Donc, j'ai d'abord une question qui va s'adresser à l'ensemble des panélistes. Je vais vous demander en fait de vous présenter et de nous expliquer quel est votre engagement par rapport au changement climatique. On va pouvoir commencer avec toi, Isabelle. Merci, Leslie. Bonjour à toutes et à toutes. Merci tout le monde d'être présent aujourd'hui. C'est un plaisir d'être là. Alors brièvement, déjà, merci pour la présentation. Donc, un peu à titre de rappel, je suis en ce moment, en effet, chargée de programmes sur toutes les questions qui touchent la justice de genre et les droits des femmes à Oxfam Québec. On travaille évidemment beaucoup à l'international, mais aussi au Québec. Mon engagement plus précis sur la question des changements climatiques ou de la lutte la lutte climatique, pardon, elle est intimement liée
à notre travail aussi de la lutte pour l'égalité des genres. Sûrement qu'on va peut-être y toucher un peu plus tard, mais il s'agit quand même de deux luttes qui sont très intrinsèquement liées. Et quand on regarde quand même la condition des femmes ou les questions d'injustice sociale, c'est rendu que c'est complètement impossible non plus de ne pas observer l'impact considérable que les changements climatiques ont sur la condition de vie des femmes aussi et les questions de justice sociale. Euh, donc voilà, donc je dirais que mon engagement vient beaucoup d'une lutte féministe puis d'une prise de conscience des changements climatiques. Merci beaucoup Isabelle. On va maintenant passer à la présentation de Jenna. Bonjour, on dirait que c'est déjà la soirée. Merci d'être là. Merci surtout à Laure, Leslie et Yasmine d'avoir organisé ce panel-là et aux autres panélistes. Je suis sur le territoire Kanien'kehá:ka au nord de Montréal. C'est un territoire non cédé qui a été partagé par plusieurs peuples autochtones au fil des années et qui est encore habité par les Autochtones jusqu'à nos jours. Je porte plusieurs chapeaux. En fait, Leslie en a mentionné quelques-unes de mes actions, mes gestes. En Amazonie, je travaille surtout sur les contaminants et les protections des forêts. Donc, il y a un lien là, avec la crise climatique dans le sens où les forêts sont nos meilleurs alliés dans la lutte contre les changements climatiques. Donc, chaque geste pour sauver la forêt, surtout une forêt comme la forêt amazonienne qui capte beaucoup plus de carbone que d'autres forêts, c'est toujours lié à la crise climatique, même si je ne l'aborde pas nécessairement de cet angle-là. Je travaille plus avec les peuples autochtones et leur droit de rester sur leur territoire. Dans mon travail professionnel ici au Canada, je suis directrice des programmes d'une communauté de pratique en approche écosystémique de la santé, qui est une chambre de recherche et pratique qui regarde les liens entre la santé et les écosystèmes. Et donc, c'est une vaste champ d'expertise et il y en a qui travaillent sur la crise climatique. Moi, je travaille sur l'aspect éducation. Donc, on donne des formations et dans cette formation-là, je donne une session sur la crise climatique. Mais j'ai été invitée aujourd'hui en tant que maire au front. Donc, je vais surtout parler de cet angle-là aujourd'hui. Et donc, Maire au front, c'est un relativement nouveau groupe, un rassemblement décentralisé de maires, des femmes et ses alliés qui se sont unis pour canaliser une énergie de colère contre l'inaction de nos gouvernements et aussi l'amour pour nos enfants, qu'on soit parents ou non. Et donc, on a décidé de unir nos forces pour canaliser cette énergie-là, donner une autre voie pour la crise climatique. Parfait. Merci Jenna, on a hâte d'en savoir un peu plus. Je vais maintenant laisser Ashley se présenter. Bonjour tout le monde. Oui, c'est vrai, il fait noir très tôt. Je ne suis pas vraiment habituée. Donc, merci à Oxfam Québec et Oxfam Laval d'avoir organisé ce panel. Je suis très hâte d'entendre les autres femmes parler de leurs expériences. Donc, moi, c'est Ashley Byrne. Je suis étudiante au doctorat en administration et politique à l'Université Laval. Puis ma recherche porte sur comment les universités canadiennes intègrent le développement durable au sein de leurs institutions. Mais je suis ici aujourd'hui en tant que gestionnaire de projet avec l'Alliance étudiante en développement durable, qui a été fondée en 2017 et a pour mission principale de diffuser les connaissances sur les objectifs de développement durable. Cependant, un autre de nos objectifs principaux est de collaborer avec et encourager la collaboration entre les associations étudiantes à l'Université Laval qui s'intéressent au développement durable et à ces sujets connexes. Je suis également coordinatrice des campus des ODD pour SDSNU, comme Leslie a mentionné, et je travaille aussi à temps partiel au ministère de l'Enseignement supérieur sur les dossiers de développement durable. Alors, comme vous pouvez voir, je suis plutôt impliquée avec les enjeux du développement durable au sens général. Cependant, l'environnement, qui est un des piliers du développement durable, est intégral à tout que nous faisons à l'Alliance.
parmi nos événements plus récents, juste pour vous donner une idée de genre de projet que nous faisons, nous avons organisé un colloque sur la mobilisation étudiante pour le développement durable qui incluait un atelier pour produire, c'est comme un genre de programmathon pour produire des solutions sur comment on peut réduire l'utilisation des plastiques à usage unique sur le campus à l'Université Laval. Puis on est en train d'organiser actuellement une journée carrière en développement durable avec l'AIDA. Puis il y a une autre association étudiante sur le campus. Aussi, nous contribuons à la voix étudiante sur le campus et en participant aux tables de concertation de l'équipe de coordination de développement durable de l'université, ainsi qu'une table des enjeux environnementaux et sociaux organisée par le CADEL, qui est l'association représentative des étudiants de premier cycle. Alors, par exemple, à la dernière table, nous avons abordé la question de végétalisation du campus pour réduire les effets du changement climatique ici dans la ville. Donc, j'espère que ça vous donne une idée de ce que je fais. Merci beaucoup, Ashley, pour toutes ces précisions. Pareil, on a hâte d'en savoir un peu plus. Et je vais terminer maintenant avec Amandine. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente de participer à ce panel. Donc, moi, je suis à Montréal, donc territoire non cédé des Kanien'kehá:ka. Et puis, comme ça a été dit plus tôt, je suis conseillère en développement durable et chargée de projet genre et environnement au Réseau des femmes en environnement. Et puis, je suis diplômée de la maîtrise en gestion d'environnement puis politique appliquée là, de l'Université de Sherbrooke. Puis, je dirais que mon engagement, c'est plus au niveau de la recherche. Donc, ça a été dit encore une fois plus tôt, j'ai réalisé mon essai sur l'écoféminisme dans une perspective d'adaptation au changement climatique. Et puis, depuis ça, je participe à des panels, des conférences sur le sujet. Je rédige des articles sur les questions de genre et de climat. Donc, je dirais que mon engagement se situe pas mal au niveau du partage de l'information, de contribuer à des espaces qui font en sorte qu'on a ces conversations-là, puis qu'on comprenne que les changements climatiques, c'est un enjeu qui est social, qui n'est pas seulement scientifique. Et puis, sinon, j'ai de la chance, j'ai un emploi qui me permet vraiment de tisser des ponts avec d'autres organisations, que ce soit des groupes de femmes, des associations, des mouvements plus militants. Puis d'ailleurs, d'un point de vue plus militant, je suis impliquée dans des manifestations climatiques et j'ai participé à la COP 24 il y a quelques années. Je pense que ça a été quand même un moment fort là, de mon engagement climatique. Puis sinon, pour ce qui est du Réseau des femmes en environnement, mais en fait, la mission du réseau, c'est de créer, de promouvoir des actions novatrices et puis de permettre un espace de dialogue aux femmes pour dans l'optique d'améliorer la qualité de l'environnement, la santé, puis le bien-être. Donc, voilà. Merci Amandine et merci à vous toutes pour ces très riches présentations. Du coup, je vais continuer donc avec les questions qui s'adressent à toutes les panélistes. Donc, j'aimerais d'abord savoir comment est-ce que vos réalités influencent votre engagement, donc que ce soit en tant que femme étudiante ou mère de famille, ou tout simplement en tant que femme engagée. Je vais commencer avec Jenna. Merci pour cette question-là. Dans mon cas, je pense que ça m'amène à avoir une sensibilité sur les voix non entendues. Donc, dans mon travail en Amazonie, il y a des réalités là qui occultent la prise de parole par les femmes, encore plus qu'on est habitué ici, peut-être. Et donc, j'ai cette sensibilité-là de voir que certaines personnes ne sont pas écoutées, n'ont pas la place pour pouvoir parler. Ça c'est pas juste la question de genre, mais il y a aussi d'autres facteurs qui nous empêchent de pouvoir prendre parole, classe, race, et peut-être ma formation en Amazonie, c'est encore très présent, cette invisibilisation du point de vue des femmes. Donc, j'ai vraiment voulu trouver des façons de pouvoir écouter leur point de vue, qui peut être très différent dans
ces sociétés-là où on a encore beaucoup de divisions de travail. On a toute une relation différente avec l'écosystème. Ça va être donc les hommes qui vont plutôt chasser et les femmes qui vont plutôt travailler dans le potager, puis prendre soin des enfants malades. On sait que la crise climatique, ça va engendrer beaucoup de maladies, des sécheresses, les coups de chaleur, et ça va être souvent les femmes qui vont être prises en charge de leurs enfants, la santé de leurs enfants. Donc, il y a toute une charge de travail différente pour les femmes que les hommes. Parfait. Entendre les autres. Très bien, je vous remercie, Jenna. Je vais laisser la parole à Isabelle, qui semblait aussi pas mal approuver les propos de Jenna. Oui, tout à fait. Ça résonne beaucoup. Je dirais que, bien entendu, mon engagement auprès de la lutte climatique, c'est teinté, comme j'ai dit un peu tout à l'heure, par ma vision aussi féministe des injustices et des inégalités dans le monde, mais aussi évidemment par ma réalité personnelle qui a aussi influencé mon engagement dans la lutte climatique, peut-être par une série de différents niveaux de prise de conscience. C'est sûr qu'en tant que mère aussi de jeunes enfants, j'ai l'impression que je suis aussi passée par cette espèce de mélange d'éco-anxiété puis d'éco-culpabilité, là, si on peut dire, en questionnant notre choix d'avoir des enfants, tout en reconnaissant en même temps ma situation de privilégiée là, de femme blanche quand même. Donc, comment est-ce que, de mon côté, on essaie de rendre nos activités du quotidien un peu plus, vertes et éco-responsables. C'est sûr qu'on se rend compte que finalement, ça nous rajoute, même à nous, qui sommes super privilégiés, ça nous rajoute des tâches domestiques des fois un peu plus lourdes. Donc, ça vient impacter évidemment cette espèce de division du travail au point de vue domestique. Donc, je dirais que ce mélange-là, puis tout en aussi en mélangeant ça avec les expériences de travail aussi à l'étranger, qui m'ont aussi permis, comme Jenna le disait, de mieux comprendre ou de développer une certaine sensibilité envers toute la diversité de la réalité que les femmes vivent dans différents pays où j'ai eu l'opportunité de travailler, donc que ce soit en Palestine ou au Mali ou en Tunisie, par exemple, de voir spécifiquement dans quel contexte est-ce que les changements climatiques viennent affecter la condition des femmes, la condition des filles, et souvent des réalités qui peuvent être assez invisibles, mais quand même qui ont un impact assez particulier. Donc. Merci Isabelle. Bon, on voit qu'il y a quand même beaucoup de points qui se rejoignent entre ce que Jenna évoquait notamment. Amandine, je vais aussi vous inviter à partager du coup votre opinion. Oui, c'est sûr que c'est difficile pour moi de répondre à cette question-là parce que ma réalité est quand même assez privilégiée. Puis j'ai le temps de m'impliquer, de m'engager aussi. Je veux dire, je suis une femme célibataire sans enfant. Par contre, ce que je peux dire, c'est peut-être que ma réalité en tant que peut-être future maman, ben là, c'est sûr que ça vient avec beaucoup de préoccupations pour les générations futures, pour mes potentiels enfants, puis le monde dans lequel ils ou elles vont vivre. Donc, je pense que cette préoccupation-là, elle est un moteur, en tout cas pour moi, à mon engagement. Puis sinon, peut-être aussi le fait ça a été dit aussi, là, mais le fait d'être une femme vient se jumeler à celui d'être une environnementaliste. Donc, c'est comme de faire l'expérience du monde à la fois comme une femme puis à la fois comme environnementaliste. Bien, ça fait qu'il y a des ponts qui se tissent dans ma tête entre les deux luttes, en fait, là, entre le féminisme et l'écologie. Donc, voilà.
C'est super et c'est bien que vous mentionniez justement ce point entre écologie et féminisme parce qu'on aura l'occasion de revenir là-dessus. Ashley, j'aimerais aussi savoir si tu as des choses à partager concernant ta réalité. Du coup. Oui, donc avant de devenir étudiante au doctorat et puis d'étudiante à la maîtrise même, j'étais enseignante au primaire pendant plusieurs années. Puis c'est une profession extrêmement dominée par les femmes. Et même si je n'avais pas d'enfants, j'étais quand même entourée d'au moins 28 par jour. Donc ça te fait réfléchir vraiment. Et je réfléchissais beaucoup à l'état futur du monde, puis aux conditions dans lesquelles ces enfants allaient vivre et travailler à l'avenir. Donc les préoccupations commençaient même à ce point-là. Puis c'était vraiment quand j'étais à la maîtrise, puis je me suis impliquée avec une association étudiante pour les simulations des Nations Unies que j'ai commencé à adopter une vision plus globale du monde, puis je voyais les inégalités qui vivaient les femmes reliées au changement climatique, puis plein d'autres enjeux qui existent dans le monde. Donc, ça a vraiment initié un intérêt puis une passion de savoir plus, puis de agir dans le contexte de l'éducation. Euh, donc, au cours de mes études aussi, j'ai pris conscience de ce qui se passait sur le campus et je peux dire que, basé sur mes expériences personnelles, s'engager dans le contexte de l'université, c'est assez facile. Cependant, il y a peut-être des barrières qui existent pour les femmes versus les hommes. Euh, mais je ne sais pas, Leslie, si tu, si tu vas poser la question sur la COVID, mais je vais quand même mentionner un petit bout là-dessus. Euh, c'est intéressant parce que nous avons une association qui est composée juste des filles. Puis c'était pas prévu d'avoir que des femmes dans notre association. Et c'est peut-être la pandémie qui a eu un effet. Euh, parce que nous sommes juste à distance, les femmes ont peut-être plus tendance d'être relationnelles puis de créer des liens les unes entre les autres qui est peut-être une barrière pour les hommes dans le cas de la pandémie. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais discuter davantage après avec les autres si vous avez remarqué les mêmes tendances. Mais oui, c'est ça, c'est pas mal ma perspective Ouais. basée sur ma vie enseignante, étudiante, etc. Parfait. Bah, merci Ashley, effectivement, on pourra aussi revenir là-dessus de manière un peu plus approfondie. Et justement, en ce qui concerne la réalité, il y a aussi une réalité qui est actuellement liée au contexte et plus particulièrement au contexte sanitaire. Et du coup, une autre question serait, est-ce que la Covid a affecté votre organisation? Si oui, comment? Parce qu'on sait notamment que les femmes ont été particulièrement mobilisées, que ce soit en tant qu'aidantes ou dans leur famille. Donc, j'aimerais aussi beaucoup vous entendre là-dessus. Je ne sais pas si quelqu'un veut y aller spontanément. Jenna, peut-être, oui, je t'en prie. Merci. Bien, Mère au front est quasiment synonyme de pandémie parce qu'on a lancé le mouvement le 8 mars, la Journée internationale de la femme 2020. Donc, c'était la semaine que tout a fermé au Québec. Donc, on avait initialement planifié de faire une grande marche sur le Parlement pour la fête des mères en 2020. Évidemment, on n'a pas pu faire. Donc, la réponse est oui. La pandémie a beaucoup impacté l'organisation. On a dû s'adapter. On a quand même fait beaucoup d'activités depuis 1 an et demi, beaucoup de plaidoyers plus électroniques, disons, avec des lettres. On a écrit beaucoup de lettres dans les journaux à nos députés. On a pu organiser 2 événements pour le solstice d'été parce que ça a donné qu'en juin, les 2 années, on avait moins de restrictions. Donc, il y avait des rassemblements de femmes partout au Québec pour on a appelé ça une veillée. Donc, on a veillé pour la suite du monde. On a montré que les mères, les parents et ses alliés sont vraiment concernés par la situation et on est là, on est présente pour veiller sur l'avenir de nos enfants. Mais ceci dit, j'ai vraiment hâte de pouvoir être dans les regroupements de personnes, je commence à le ressentir. Je pense que j'avais beaucoup de résilience. 1 an et demi, j'ai pu toffer, mais je commence vraiment, et je pense que je ne suis pas toute seule. Beaucoup de mères dans le Mère au fond commencent à sentir cette solitude. Et donc,
je crois beaucoup dans le pouvoir de le rassemblement. Donc, j'ai hâte que les manifestations recommencent, qu'on puisse juste partager un verre de vin, puis parler, puis s'inspirer en personne. Je pense qu'on a tous très hâte. Amandine, est-ce que la COVID a eu aussi un impact ou une influence quelconque au sein du réseau québécois des femmes en environnement? Oui, ben c'est sûr que pour notre part, la COVID, ça a été beaucoup synonyme de perdre des contrats. On a eu beaucoup moins de contrats en événementiel et tout. Au sein de l'équipe, je pense qu'on a constaté là, vraiment la difficulté de concilier le travail puis gérer l'école des enfants. Mais sinon, au niveau de nos membres, je pense que honnêtement, il n'y a pas eu une très énorme différence. Par exemple, pour ce qui est un de nos objectifs là, comme réseau, qui est de favoriser la mise en relation des femmes qui s'intéressent au développement durable et à l'environnement, ben, ça s'est poursuivi avec des séances de mentorat, mais en virtuel, dans le fond, là, via Zoom ou par téléphone. Puis sinon, pour ce qui est de notre objectif aussi de renforcer les connaissances, les capacités d'intervention des femmes, ben en fait, nos formations, on les a toutes données en format virtuel là, plutôt que présentiel. Mais non, je dirais que dans les faits, on n'a pas remarqué que ça avait changé vraiment. On n'a pas vu de différence non plus au niveau de le nombre de nos membres, voir s'il y avait eu plus de membres qu'à l'habitude ou je crois qu'il y a eu un petit peu plus d'inscriptions à nos formations au printemps 2020, donc peut-être un petit regain, peut-être un petit peu d'éco-anxiété là, liée à la pandémie qui a comme pris toute la place, puis peut-être une peur là, de certaines aussi de se rendre compte que ben, la peur en fait que l'environnement soit relégué au second plan. Ouais, c'est ça. Super, merci. Isabelle, peut-être toi de ton côté à Oxfam Québec. Oui, oui, bien entendu, c'est sûr que la COVID aussi a eu un impact, que ce soit aussi par rapport à nos activités. Donc, il a fallu aussi s'adapter, adapter la façon dont on s'organise, comment est-ce qu'on rejoint le public, par exemple le public québécois. Donc, on a quand même des activités importantes, normalement en personne, par exemple la Marche Monde. Qui normalement réunit quand même des milliers de jeunes à chaque année. Donc, ça a dû se faire en mode virtuel, par exemple. Donc, voilà. Donc, et certaines de nos activités aussi à l'étranger ont été aussi un peu réorientées pour répondre à la crise sanitaire aussi. D'un point de vue plus, je dirais personnel, c'est sûr aussi que tout ce qui est conciliation, travail, famille, ça a été aussi un défi. Je pense que le télétravail aussi, c'était une forme d'apprentissage aussi pour beaucoup d'entre nous. Comment gérer les deux, puis gérer cette espèce de flou qui existe maintenant entre tout ce qui est le travail et tout ce qui est plutôt le personnel. Donc, quand on travaille de la maison, on se rend compte que finalement, la frontière est assez floue. Donc, c'est sûr que ça a des impacts considérable des fois. Donc, tu sais, par exemple, de pouvoir se déconnecter du travail, c'est un peu plus difficile, se déconnecter de nos tâches familiales aussi. Donc, c'est ça, tu sais, je pense que ça a eu un impact. Tu sais, d'un point de vue personnel, moi, j'ai accouché au tout début de la pandémie. Donc, je l'ai comme plus ou moins senti, moi, l'impact, parce que j'étais un peu dans ma dans ma cave là, avec mon enfant pendant la première année. Donc, ça aurait changé beaucoup à ma vie, moi, la COVID au tout début. Mais c'est sûr que par après, le retour au travail, retour au travail à partir de la maison. Donc, c'était aussi un apprentissage pour moi. Fait que, ouais, donc voilà, toutes sortes d'impacts. Parfait, bah, merci Isabelle. Ashley, tu avais eu l'occasion d'en parler déjà. Est-ce que tu avais un mot à rajouter là-dessus ou tu avais fait le tour? Je vais peut-être juste ajouter quelques petits points. Donc,
je te reprends tellement, Jenna, parce que nous autres aussi, notre équipe a été établie pendant la pandémie, donc nous ne nous sommes jamais rencontrés en présentiel, mais nous avons cependant réussi à entretenir certains événements, même à distance. Puis j'ai demandé à une des femmes sur notre équipe si elle voulait que j'ajoute quelque chose, parce qu'elle est maman, même si nous autres, nous sommes 7 femmes, puis 6 ne sont pas des mamans, mais il y a une qui est. Puis pour elle, elle a dit que la pandémie pour elle était douce amère parce que c'était plus difficile pour elle de se concentrer sur ses implications puis son travail. Elle est doctorant aussi, puis elle étudie les alternatives de protéines dans le secteur agroalimentaire. Mais elle a apprécié tellement la capacité, le fait qu'elle pouvait passer plus de temps avec ses enfants puis manger le dîner chaque jour autour de la table avec sa famille. Donc, c'est sûr que il y a des bénéfices, même s'il y a des difficultés aussi que ça présente, mais nous sommes une équipe, nous attendons avec impatience nos réunions hebdomadaires chaque mercredi. Donc, je dirais que même si la pandémie avait un effet, c'était pas si incroyable sur notre équipe. Parfait. Merci à toutes pour ces témoignages sur les implications et les réalités de l'engagement en tant que femme. On va poursuivre avec l'apport d'une approche féministe des changements climatiques. Donc, j'ai de nouveau une question qui va s'adresser à l'ensemble des panélistes, qui est la suivante. Donc, comment et pourquoi intégrer une perspective de genre, une perspective intersectionnelle dans la lutte contre les changements climatiques? Est-ce que, selon vous, la lutte climatique doit être féministe, écoféministe? Si oui, pourquoi? On va commencer avec Amandine. Oui. Est-ce que je peux juste rajouter, parce que je voulais rajouter là, par rapport à la question précédente sur la COVID aussi, je pense que on s'est rendu compte, il y a un rapport de l'IRIS, de l'Institut de recherche et d'information socio-économique, si je ne me trompe pas, qui avait été publié et qui montrait un peu l'incidence de la pandémie sur les femmes en particulier. Puis je trouve ça très intéressant parce que ça porte beaucoup à réflexion de se dire la pandémie, c'est une crise, mais la crise environnementale, c'en est une autre. Puis, suite à des événements climatiques extrêmes, on peut s'attendre à ce qu'il y ait aussi beaucoup d'impacts sociaux, puis au niveau de la violence envers les femmes et tout. Là, on peut facilement tisser des liens. Donc, j'ai trouvé ça quand même intéressant d'avoir cette expérience-là de la pandémie. Pour répondre à la question, qui est quand même une grosse question, peut-être commencer avec le pourquoi. Excuse-moi, c'est pourquoi intégrer une perspective de genre. Je dirais tout simplement parce qu'on ne vit pas tous et toutes de la même façon les impacts de la crise climatique. Les femmes sont parmi les populations les plus vulnérables, et puis, donc, la crise climatique a des effets inégaux là, sur les différentes populations. Dans certains pays, le fait que les droits des femmes ne soient pas vraiment acquis ou reconnus, ça limite vraiment beaucoup leurs possibilités puis leurs opportunités aussi pour s'adapter au changement climatique. Puis même, c'est ça, dans nos pays occidentaux, là, même encore là, on se rend compte que les rôles sociaux là, des femmes, que ce soit en tant que mère, en tant que proche aidante, ça fait qu'elles subissent davantage les effets des changements climatiques. On peut penser aussi à leur statut économique, qui est peut-être plus susceptible aussi d'être précaire. On sait par exemple que la majorité des ménages monoparentaux sont dirigés par des femmes. Donc, c'est tous des éléments qui rentrent en ligne de compte. Puis, peut-être que je vais laisser la parole, j'ai pas tout à fait terminé, mais je vais laisser la parole à d'autres, là. Pas de souci, on pourra revenir aussi Ouais. sur la notion d'écoféminisme notamment. Jenna, est-ce que tu avais quelque chose à apporter du coup? J'appuie tout à fait ce que Amandine dit. J'allais répondre, on a besoin d'une approche féministe parce que la crise climatique ne va pas impacter les femmes de la même façon que les hommes. Donc, Amandine a déjà mentionné des bons exemples par rapport à ça. Aussi, ça ne va pas impacter des personnes vulnérables pour d'autres raisons de la même façon que les Blancs, par exemple, non plus. Donc, c'est important d'avoir une perspective intersectionnelle quand on regarde ça. Mais c'est aussi que les femmes ont d'autres choses à apporter à la conversation et aux solutions. On a souvent, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, mais on a souvent différentes façons d'aborder un problème.
souvent, ça va être beaucoup plus relationnel. Et donc, j'aimerais juste apporter, ça revient un petit peu à l'autre réponse par rapport à se réunir et le rassemblement. Mais le mouvement féministe a beaucoup reposé sur le concept de l'assemblée. Donc, même quand on était dans la lutte pour avoir le droit de vote ou quand il y avait des défis dans des usines, dans tous ces moments-là, il y avait beaucoup de solutions qui ont été découvertes ou cuisiner, mettons, dans une assemblée. Donc, cet apport-là de se réunir, de vraiment baser sur des relations de confiance et de créer un espace sécuritaire, un safe space, comme on dit en anglais, pour se réunir et pour discuter des solutions, c'est quelque chose que le féministe peut offrir. Puis, je vous invite, si ça vous intéresse, il y a une féministe argentine qui s'appelle Veronica Gago, qui a écrit un livre l'année passée, ça a été traduit en français, ça s'appelle « La puissance féministe ou le désir de tout changer ». Et elle parle beaucoup de le mouvement féministe en Amérique latine qui a vraiment connu un essor juste avant la pandémie. Beaucoup d'actions, d'énergie, sur les questions de l'avortement, puis les droits des femmes en Amérique latine. Puis elle explique dans ce livre-là comment ils ont utilisé et canalisé l'aspect d'une assemblée pour vraiment répondre à des questions où parfois on ne sait même pas c'est quoi la question. Donc, c'est l'espace qui est créé, qui amène plusieurs personnes à la table, puis c'est un espace très génératrice de solutions. Très bien. Merci Jenna. Merci aussi d'apporter justement cette perspective internationale qu'on n'a pas forcément aussi. Donc, c'est très, très intéressant. Ashley, est-ce que tu avais justement quelque chose à rajouter compte tenu de l'approche féministe des changements climatiques? Oui, donc nous savons que les femmes, par leur travail rémunéré et non rémunéré, leur rôle et perspectives, leurs responsabilités, sont des expertes locales en matière de connaissances sur les impacts du changement climatique et sur les moyens d'atténuer ces effets et s'y adapter partout au monde. Et malheureusement, c'est une perspective qui n'est pas actuellement assez valorisée, comme les autres viennent de dire. Puis ici au Canada, c'est intéressant parce que c'est une inégalité, c'est un manque de perspective qui est présente un peu partout. Je pense particulièrement à notre prospérité climatique, toute l'économie verte, les emplois verts qui sont tous les buzzwords qui sortent maintenant. Puis c'est des initiatives qui vont vraiment pousser l'économie. Mais cependant, les femmes continuent d'être exclues des postes de direction, de la formation de la main-d'œuvre et de l'entrée dans ce secteur à forte croissance et masculinisé. Aussi, en termes de recherche, la recherche sur les impacts du changement climatique sur les femmes historiquement marginalisées à l'échelle internationale et au Canada demeure munie. Et l'inactivité en matière de changement climatique au niveau des politiques et des programmes à travers le Canada, l'absence d'analyse comparative entre les genres, combinée à l'érosion de la justice, du financement des organismes et de programmes de femmes présentés, ça présente des défis importants pour la justice climatique et de genre ici au Canada. Pour relier ceci aux objectifs de développement durable comme Leslie t'a mentionné tantôt, l'écoféminisme s'inscrit vraiment dans le cadre de développement durable avec l'ODD 13 qui est action climatique et 5, égalité entre les sexes. Et tous les deux sont nécessaires à un avenir durable pour tous et toutes. Donc, l'écoféminisme est primordial si on veut lutter contre les changements climatiques et ça ne fonctionne pas si on laisse certains prospérer et d'autres à la traîne. Donc, on parle encore ici de comment les femmes vivent les effets du changement climatique complètement différents des hommes. Et les recherches et expériences montrent de plus en plus le pouvoir de transformation d'un processus décisionnel qui prend en considération la perspective féminine. J'aimerais terminer peut-être avec une statistique que j'ai trouvée très parlante. C'est que les pays qui entendent davantage de femmes parlementaires ont plus de chances de ratifier les traités sur l'environnement. Donc, je pense que cela illustre bien l'importance de mettre à l'avant l'accès aux lieux de pouvoir pour les femmes.
Merci beaucoup, Ashley. Effectivement, l'apport de cette statistique est assez intéressante. Isabelle, si tu voulais rajouter. Oui, ben écoute, je pense que déjà, nos collègues ont déjà pas mal donné des super éléments de réponse. De mon point de vue aussi, j'allais dire, oui, tout à fait, je pense que la lutte climatique doit être féministe et bien entendu intersectionnelle. Donc, tu sais, je pense que l'idée, c'est qu'on parle d'une diversité de systèmes d'exploitation ici, donc que ce soit le capitalisme colonialiste ou le patriarcat ici. Donc, tous ces systèmes-là sont un peu interreliés. Donc, c'est pour ça qu'on prône une lutte qui soit imbriquée quand même avec d'autres luttes. Donc, c'est pour ça que, de mon point de vue, la lutte climatique ne peut se faire sans la lutte pour la justice entre les genres. Et la même chose que, par exemple, si on parle euh, de lutte pour une justice économique, par exemple, aussi. Donc, voilà, pour moi, toutes les luttes de justice sociale sont assez interreliées, comme les questions aussi de racisme, de sexisme. Et puis voilà, et je pense que, bon, je vais pas te parler un peu bon, je pense qu'on va parler tout à l'heure un peu d'écoféminisme, mais je pense que l'idée, c'est ça, c'est que finalement, si on parle de défense de la nature sans qu'on défende aussi une espèce de justice sociale, c'est n'est pas viable parce que du coup, on perpétue quand même des injustices. Donc, on perpétue des systèmes de domination et d'exploitation. Donc, on fait juste tourner en rond. Et puis voilà, et puis j'appuie ce que les collègues disaient aussi. Je pense l'importance de valoriser la diversité de l'expérience des femmes. Et là, je mets justement aussi la diversité aussi des réalités des femmes, donc que ce soit les jeunes femmes ou les femmes qui vivent en milieu rural ou en zone urbaine, femmes autochtones. Donc, toute cette diversité, cette richesse d'expérience-là est essentielle, je pense, pour réfléchir à des modes pour lutter contre les changements climatiques. Et puis voilà, on a plein de statistiques aussi qui viennent prouver aussi l'implication des femmes pour la lutte climatique. Merci beaucoup, Isabelle, pour ces éléments. Est-ce qu'Amandine, oui, je vois que tu lèves la main, je vais te laisser rebondir. Oui, c'est vraiment intéressant ce qui a été dit. J'aurais peut-être juste voulu rajouter par rapport à... Parce que la question avait comme, on dirait, plusieurs sous-questions. Il y avait aussi le comment, là, intégrer la perspective de genre. Ça a été dit par Ashley, je crois, l'importance de conduire des analyses différenciées selon le genre. Donc, par exemple, nos gouvernements, dans leur politique, pourraient emboîter le pas. Sinon, de continuer à sensibiliser les gens, à ce que les gens, qu'on s'assure que les gens reconnaissent les changements climatiques comme un enjeu qui est profondément social. Je pense qu'il y a aussi, on a besoin de données quantitatives aussi dans des secteurs clés de lien entre le genre et les changements climatiques sur lesquels après ça s'appuyer là, dans nos recherches. Et puis, sinon, c'est sûr qu'on a parlé aussi de représentativité. Là, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'espaces qui ont le plus d'impact là, quand on parle de s'attaquer au changement climatique. Puis c'est des endroits souvent où les femmes sont sous-représentées, là, comme mettons le secteur industriel, manufacturier, le secteur des transports et tout. Donc, je pense que la représentativité aussi, elle est très, très importante. Puis, moi, j'aime beaucoup, je voulais la plugger parce que j'aime beaucoup la petite citation de la première femme présidente d'Irlande, Mary Robinson, qui disait Climate change is a man-made problem with a feminist solution. Donc, je ne m'essayerai pas à la traduire, là, mais je pense que vous comprenez. J'aime beaucoup cette citation-là, puis je pense que ça répond un peu à la question.
Je pense en effet qu'elle est assez éloquente et justement qu'elle est au cœur de la discussion qu'on a aujourd'hui. Donc, merci. Bah, très bien, je vous remercie en tout cas pour tous ces éléments. Je vais continuer avec une question un peu plus spécifique pour du coup le réseau québécois des femmes en environnement, donc représenté par Amandine et Jenna pour Mères au front. J'aimerais savoir si le fait d'être un réseau ou une organisation composée essentiellement de femmes affecte vos stratégies de mobilisation. Est-ce qu'il y a une manière du coup de vous organiser qui est justement en lien avec le fait que vous soyez spécifiquement une organisation composée de femmes? Jenna, je te laisse aller. Ben, je peux partager une réflexion que j'ai eue dernièrement. Une des souhaits de Mères au front, en fait, au début, puis j'ai utilisé ces termes-là déjà, c'était de canaliser une certaine vision ou énergie ou désir de protéger l'environnement qui naissent d'être mère, puis de pouvoir se réunir autour de ça. On sait que le mouvement écologiste a souvent été très blanc et souvent peut-être moins et donc, ça, c'était une de nos souhaits avec ce mouvement-là, c'était d'aller élargir, aller chercher des personnes qui se voyaient peut-être pas comme activistes ou environnementalistes, mais qui avaient à cœur l'avenir de leurs enfants. Et j'ai fait une entrevue avec une des membres de Mères au front, Rosemère. Ici, dernièrement, on fait des petites capsules l'une sur l'autre pour que tout le réseau peut commencer à nous connaître. On est 7 qui travaillent activement. Et j'étais très surprise d'apprendre d'elle parce que la question, c'était pourquoi tu t'intéressais aux Mères au front. Puis elle a dit, ben, je voulais m'impliquer dans ma communauté. Et je cherchais un groupe qui représentait mes valeurs, puis je voulais faire quelque chose pour mes enfants dans ma communauté. Et là, j'ai arrêté, puis j'ai dit, donc, c'était pas les changements climatiques. Et elle a dit non, en fait, c'était de me sentir entourée de personnes qui avaient à cœur la communauté et leurs enfants qui m'a attirée vers Mères au front. Donc, ça, c'est peut-être un élément de réponse à cette question-là qu'on peut aller chercher d'autres voies qu'on n'a peut-être pas encore vues dans la façon d'organiser le mouvement environnemental jusqu'à présent. Puis c'est pas la seule voie manquante, puis c'est pas la seule façon de le faire, mais c'est d'offrir un autre espace pour venir ensemble qui peut intéresser à certaines personnes qui ne se voyaient pas représentées nécessairement dans ce qui existait déjà. Amandine? Oui, super intéressant, Jenna. Ben oui, je pense que ben, par exemple, pour nous, là, pour le réseau des femmes en environnement, je pense que c'est vraiment une force d'être un réseau. Puis j'avais trouvé ça drôle parce que cette question-là tombe vraiment à point parce qu'on a construit justement récemment un argumentaire là, sur le sujet, sur la légitimité d'un réseau de femmes en environnement. Pourquoi on ne verrait pas un réseau d'hommes en environnement, par exemple? Je pense que ça en dit quand même beaucoup. Je pense que les femmes ont, ça a été dit aussi au début, mais comme un besoin de s'entraider. Je pense que le réseau, là, il permet de créer un environnement qui est propice, où il n'y a pas de rapport de pouvoir, où les femmes peuvent s'exprimer librement sur les enjeux qui leur tiennent à cœur. Puis aussi, au début de la création du réseau, le réseau avait été créé dans un moment où les femmes étaient quand même peu représentées dans les postes décisionnels en environnement. Donc, une de nos missions là aujourd'hui, c'est de faciliter l'accès à nos membres à des postes de décision. Puis ça, on le fait par différents moyens, là, que ce soit des formations, du mentorat, du réseautage, etc. Là. Donc, je pense que c'est comme vraiment une communauté, je suis en train de perdre ma voix, qui vient favoriser un dialogue autour de sujets qui vont rejoindre les femmes entre elles, puis qui vont les souder aussi entre elles. Puis d'aborder des sujets qui peuvent être plus difficilement abordés là, dans des environnements mixtes. Donc voilà, moi je vois beaucoup de force en tout cas dans le fait d'avoir un réseau là, de femmes en environnement.
Merci beaucoup, Amandine et Gina. Effectivement, on voit que c'est plutôt présenté comme une force et que ça semble surtout naître d'un besoin de justement investir un espace qui n'était pas forcément laissé accessible aux femmes, justement, d'où la nécessité peut-être de se créer un petit entre-soi. Donc, c'était très, très intéressant. Merci beaucoup. On va continuer du coup sur une troisième partie donc, qui va davantage traiter de la diversité des expériences et des perspectives qui concernent les femmes et les changements climatiques. Et ça va être également intéressant justement d'avoir la perspective plus internationale. Euh, Isabelle, notamment, je vais m'adresser à toi. Donc la première question que j'aurais, c'est comment les femmes font-elles l'expérience des changements climatiques dans d'autres régions du monde, étant donné qu'on sait justement que tu as eu l'occasion d'évoluer aussi dans d'autres territoires. Donc ce serait intéressant que tu nous partages tout ça. Oui, c'est sûr que voilà, on en a déjà glissé un mot dans d'autres questions, mais évidemment, la diversité des expériences varie quand même considérablement, même que ce soit les femmes qui se trouvent en milieu rural, par exemple, ou en milieu urbain. Mais déjà, je pense que ce qu'on sait, évidemment, c'est que les pays, bon, les plus pauvres, ou, les populations de ces pays-là, ben, font déjà les frais là, des changements climatiques. Ce sont vraiment les pays qui sont davantage exposés directement. Et parmi les populations qui font les frais, ben voilà, on sait que les femmes et les filles sont quand même au premier plan des personnes qui en subissent les conséquences. Euh, Par exemple, bon, pour citer un peu des statistiques, bon, elle n'est pas très récente, mais bon, par exemple, ce que les Nations Unies aussi avaient mentionné que, bon, à cause de nombreuses inégalités dont les femmes sont victimes, que les femmes, par exemple, sont 14 fois plus à risque de mourir lors de catastrophes naturelles. Euh, donc, tu sais, je pense que déjà, ça nous illustre la vulnérabilité déjà que certaines femmes font face par rapport au changement climatique. Après, il y a une multitude tu sais, de conditions, de facteurs. Par exemple, tout ce qui est, par exemple, la baisse des rendements, donc des rendements agricoles, par exemple. Puis, puis bon, on peut même maintenant parler aussi de conséquences de la pandémie, qui est aussi bon, une conséquence des changements climatiques, qui entraînent bon, une baisse de revenus, par exemple, ou une absence d'emploi. Ces conditions-là, par exemple, bon, entraînent une certaine pénurie en nourriture. Ce qui va avoir pour conséquence, évidemment, que les femmes et les filles ben, sont les premières à se priver ou vont être forcées à se priver, donc à manger moins. Après, ce qui a un impact évidemment sur leur santé. La question de l'épuisement des ressources, comme l'eau, les combustibles, ça affecte aussi directement les femmes et les filles, parce que en général, dans plusieurs pays, ce sont elles qui sont chargées de l'approvisionnement en eau. Donc, par exemple, ça les pousse à devoir se rendre beaucoup plus loin pour aller chercher de l'eau, du carburant. Ça les expose à davantage de risques de subir des violences, des violences sexuelles par rapport à, à s'approvisionner. Aussi le fait que les filles aident beaucoup à ces tâches, elles passent beaucoup plus de temps à ces tâches-là, ce qui veut dire qu'elles passent beaucoup moins de temps, par exemple, sur les bancs d'école. Donc, ça éloigne aussi les filles à un droit à l'éducation. La question aussi de tout ce qui est mariage forcé, précoce. Souvent, ce sont des stratégies que les familles mettent en place bon, face à une pauvreté extrême. Donc, de marier aussi les filles jeunes pour pouvoir subvenir à leurs besoins. C'est aussi une pratique qu'on voit qui augmente dans beaucoup de cas, dans beaucoup de conditions dans plusieurs pays.
Ouais, ben, je vais m'arrêter là parce que la liste est longue. Mais c'est ça, donc je pense que quand même, on peut quand même dresser un portrait qui est assez catastrophique. Puis je ferai le parallèle, un peu comme on a parlé aussi même des conditions au Québec, c'est-à-dire qu'on a vu que, par exemple, avec la pandémie, donc l'augmentation assez drastique du travail domestique qui fait par les femmes, comment est-ce que finalement la pandémie les a encore alourdi le fardeau et les a aussi exposés aussi à davantage de risques de violences domestiques, etc. Donc, tout ça a plusieurs conséquences. Et d'ailleurs, Oxfam Québec a fait aussi beaucoup de publications à ce sujet-là, en mettant en garde aussi là, au recul qu'on va observer à cause de la pandémie sur l'égalité des genres, et ça partout dans le monde, là, et même au Canada. Merci beaucoup Isabelle, c'est très intéressant. On se rend compte vraiment qu'il y a des spécificités aussi qui peuvent être liées justement à l'expérience de chacune des femmes en fonction de là où elles résident également. Donc c'est aussi une perspective intéressante. Jenna, je ne sais pas si tu avais des éléments à apporter, notamment du fait de ton expérience en Amazonie et peut-être de tes contacts avec justement les femmes autochtones par exemple. Ben, je pense qu'Isabelle a fait une très belle résumé. Dans la session que je donne sur la crise climatique dans les approches écosystémiques de la santé, on a 6 orientations et une des orientations, c'est équité de genre. Puis sa présentation des impacts ressemblait beaucoup à ce que je donne dans cette section de la session-là. J'ajouterais peut-être, il y a des différences dans l'impact sur les femmes au Québec. Ça existe, mais peut-être en étant ici, on ne se rend pas compte à quel point les impacts sont très prononcés ailleurs. Il ne faut pas ignorer qu'il y a des différences ici. Il y a encore un chemin à faire, mais je pense que tout le monde à peu près a dit on est vraiment privilégié et ce n'est pas le cas pour beaucoup de femmes ailleurs au monde et notre confort ne peut pas nous aveugler à la situation de ces femmes-là. Il faut aller à la recherche de cette information-là. Il y a des recherches, il y a des documentaires, il y a des sources d'informations qui peuvent nous aider à comprendre à quel point la vie des femmes et des hommes sont très différentes dans la plupart des pays, en fait, malgré le fait qu'ici, nos réalités ont convergé un petit peu plus au Québec et dans d'autres pays avec un autre revenu. Merci beaucoup, Jenna. Je ne sais pas si Amandine, Ashley, vous aviez des éléments à ajouter, si ça a résonné en vous particulièrement. Pour ma part, je n'ai rien à rajouter. C'était super Bon. clair. Parfait. Très bien. Du coup, j'aurais juste une deuxième question que je vais adresser encore à Isabelle, mais là, je laisse également toutes les panélistes prendre part aux échanges concernant les défis qui permettraient justement de favoriser l'implication des femmes et des jeunes dans la lutte climatique. Oui, oui. On a déjà touché un peu un mot, je pense, par rapport aux défis. Déjà, je pense que d'emblée, je dirais que je pense que dans beaucoup de pays, en tout cas dans mes expériences que j'ai vues, il y a quand même une force de mobilisation qui est très inspirante, je trouve, quand même, des femmes à l'étranger. Les femmes sont totalement conscientes des impacts directement là, des changements climatiques sur leur vie. Elles le vivent au quotidien. C'est un peu comme Jenna disait, je pense que justement, les conséquences sont très visibles, sont très, très fortes là, dans certains contextes dans les pays plus pauvres. Et voilà, donc il y a quand même beaucoup d'exemples de mobilisation qui sont assez inspirants, surtout quand on considère
là, j'en viens plutôt à la question, les défis qui se présentent aussi aux femmes et peut-être aux jeunes aussi plus précisément. Je nommerais peut-être déjà le défi des normes sociales. Ça impacte beaucoup le pouvoir de mobilisation des femmes. Donc, dans beaucoup de pays, bon, il y a des contraintes. Hein? Les femmes ne sont pas nécessairement autorisées à quitter leur foyer, par exemple, ou à se déplacer, ou à prendre des transports en commun, à s'organiser. Des fois, une application, une participation politique ou une application politique peut être mal vue dans la communauté. Ça peut aussi exposer les femmes aussi à des violences de s'impliquer comme ça. Donc, il y a beaucoup de barrières qui sont là. Aussi par rapport aux jeunes, il y a aussi évidemment des normes sociales qui s'appliquent bien entendu. Et je pense que l'accès à des plateformes ou à des instances politiques est un défi, que ce soit pour les jeunes ou pour les femmes. C'est souvent des sphères qui sont assez plus restreintes, donc l'accès à ce qu'on appelle un peu aussi la sphère publique, ce n'est pas en général un milieu très féminin, je dirais, ou même encore jeune. Hein. On verra plus des hommes, après des hommes encore plus âgés. Donc, toutes les questions de pouvoir d'agir, de se réunir, de pouvoir s'organiser, contient des défis. C'est contextuel, évidemment. Donc, la possibilité de s'organiser de manière collective n'est pas évidente. La possibilité de porter aussi sa voix, d'avoir un accès là, aux institutionnels pour faire entendre sa voix. C'est un autre défi. Et puis, bon, évidemment, il y a aussi la question de la représentativité. Donc, voilà. Je vais laisser la parole aussi à mes collègues pour ajouter d'autres éléments de réponse. Si l'une d'entre vous veut se prononcer, ajouter des éléments, ouais, Amandine. Oui, par rapport aux défis, je me suis pris des petites notes, là, des choses qui me venaient à l'esprit pendant que Jessica parlait. Un défi que je vois, c'est le fait, en fait, le réseau avait fait une étude là, en collaboration avec plusieurs partenaires il y a quelques années, puis on s'était rendu compte que les groupes de femmes et les groupes environnementaux avaient tendance à travailler en silo. Mais au contraire, je pense qu'il y a vraiment une grande importance à ce que ces groupes-là se rejoignent. Je pense que ça peut être très, très complémentaire et puis je pense que c'est nécessaire, en fait, là, à la lutte au changement climatique. Donc, c'est ça, de pallier un peu à ce travail-là en silo. Sinon, je dirais que c'est sûr que le financement, c'est toujours un enjeu. Je pense qu'il y a eu beaucoup de désinvestissement de la part du gouvernement là, au début des années 2000 auprès d'organes, d'instances qui œuvraient à l'égalité des genres. Puis ça fait que maintenant, il y a vraiment, je pense, une lacune là, au niveau justement de changement climatique en regard de l'égalité des genres. Donc, je pense qu'il y a comme un besoin de financement à ce niveau-là. Puis un autre défi, on l'a dit plus tôt, mais le fait que les femmes passent beaucoup plus de temps que les hommes à faire du travail non rémunéré. Donc, c'est sûr que quand tu passes ton temps à faire ça, tu n'es pas en train de t'engager dans la lutte climatique. Puis finalement, peut-être un autre petit point là, que je voyais, c'est au niveau de l'éco-anxiété. Je pense que c'est un défi au niveau de l'implication des femmes et des jeunes parce que la majorité des personnes qui font de l'éco-anxiété, c'est majoritairement des jeunes de, je pense, 18 à 35 ans, puis majoritairement des femmes aussi. Donc, l'éco-anxiété, je pense que ça peut être assez paralysant. Donc, en ce sens, ça peut constituer un défi, mais en même temps, des fois, l'éco-anxiété, c'est aussi un petite flamme là, qui fait que tu passes à l'action, puis de l'extérioriser en t'impliquant dans ta communauté, en t'engageant, c'est comme une façon de mieux la vivre, là, mais ça peut être un frein aussi si elle devient trop paralysante. Là. Donc, voilà, c'est les petits éléments que je voulais rajouter.
Merci beaucoup, Amandine. Tout ce qu'on évoque, notamment sur l'implication des jeunes, c'est une transition parfaite pour la question que j'ai posée du coup à Ashley en tant que du coup gestionnaire de projet au sein de l'Alliance étudiante en développement durable de l'Université Laval. Et du coup, ce que j'aimerais savoir, c'est dans les milieux étudiants, on remarque qu'il y a beaucoup de femmes engagées. Tu l'as mentionné, vous êtes exclusivement des femmes dans votre association. Est-ce que, selon toi, du coup, les jeunes femmes seraient plus promptes à s'engager? Je vais peut-être commencer par dire que c'était pas fait exprès d'avoir que des femmes dans notre association. Nous Ça avons tombe bien. essayé de rejoindre des hommes aussi, mais c'était pas une réussite. Et j'hésite un peu de dire que les jeunes femmes sont plus promptes à s'engager. OK. Donc, certaines études ont montré que le taux de bénévolat des femmes est généralement plus élevé que celui des hommes. Euh, c'est dans n'importe quel groupe d'âge, niveau d'éducation, etc. Mais pour les changements climatiques, il y a une écart distincte aussi entre les perspectives des hommes et des femmes qui peut avoir un impact sur la probabilité d'agir. Par exemple, il y a une étude très intéressante de Schwim et ses collègues aux États-Unis qui est de 2016. Puis eux autres, ils avaient démontré que les initiatives prises par les femmes, comme par exemple l'utilisation d'un sac réutilisable, ça prend une certaine fémininité, puis après, les hommes sont moins probables de le faire parce qu'ils ont peur de perdre leur masculinité. Il y a aussi des études qui démontrent que les femmes ont une perception plus élevée du risque de le réchauffement climatique, que le réchauffement climatique leur fasse du mal personnellement par rapport aux hommes qui ont plus confiance au système d'habitude. Donc, ça reflète aussi l'éco-anxiété qui vient d'être mentionnée. Et je veux pas dire qu'il n'y a pas d'étudiants masculins qui agissent à l'Université Laval, c'est pas du tout le cas. Cependant, d'après mon expérience personnelle, j'ai remarqué qu'ils participent souvent à des approches plus orientées vers l'action militante pour lutter contre les changements climatiques versus comme à l'Alliance, notre objectif, c'est de diffuser les informations sur les ODD. Donc, ça peut être considéré peut-être comme des actions plus souples. Donc, cela représente beaucoup comme la participation à la discussion, construction d'une communauté, l'organisation des sessions d'information, planification de conférences, etc. Dans l'idéal, nous souhaitons que chaque étudiant et étudiante en sache suffisamment sur le développement durable pour pouvoir ensuite se forger sa propre opinion concernant les actions qu'il doit combattre et les initiatives qu'il doit prendre. Donc, c'est un peu là où on se situe sur la carte par rapport aux associations étudiantes à l'Université Laval. Alors, même si ces activités peuvent être perçues comme moins excitantes pour certains, elles ne restent pas moins essentielles à l'avancée vers un avenir durable et nous sommes heureuses de donner notre temps pour le faire. Donc, peut-être c'est juste ça, c'est le type d'action qu'on prend qui est qui a moins d'allure pour les hommes, mais comme femme, nous savons que c'est nécessaire de le faire, donc si c'est juste les femmes qui sont plus probables qui aiment plus créer des liens, construire une communauté, comme c'était mentionné tantôt, je pense que nous allons le faire. Très bien, je te remercie. J'aimerais juste aussi ajouter quel est l'apport, en fait, tu l'as évoqué aussi, mais quel est l'apport d'une perspective étudiante ou d'une perspective des jeunes pour traiter du sujet dans les changements climatiques? Pourquoi justement l'implication de jeunes, justement pour ce phénomène de lutte contre les changements climatiques, elle est nécessaire au-delà du fait d'être femme, par exemple, mais femme étudiante? Mais la perspective de l'action des jeunes femmes et l'action des jeunes femmes, c'est tellement important pour la lutte contre les changements climatiques et c'est quelque chose qui va au-delà du fait que nous défendons notre propre avenir et la terre que nous et nos enfants devront habiter. J'ai eu la chance de faire partie de développement des prix de jeunesse des ODD pour Together Ensemble, qui est un événement canadien. Et certaines initiatives prises par les jeunes canadiennes en matière de changement climatique et de développement durable sont impressionnantes, sont incroyables. Je pense par exemple aux personnages comme Catherine Gauthier de Environnement Jeunesse ici au Québec, qui est
qui a pris des étapes énormes, puis qui mène tout un mouvement avec ses initiatives. Donc, les jeunes femmes ont aussi tellement d'avantages pour faire avancer un mouvement parce que nous sommes connectées, nous sommes innovatrices. Puis, quand j'ai réfléchi à cette question, ça m'a fait penser à une de mes expressions préférées qui se traduit pas super bien vers le français, mais je l'ai essayé quand même, qui est si vous faites toujours ce que vous avez toujours fait, vous obtiendrez toujours ce que vous avez toujours obtenu. Et les jeunes femmes savent que le monde ne peut pas continuer comme il l'a fait. Et les tendances dont j'ai parlé tantôt, d'être prête à effectuer des changements, comme prendre un sac réutilisable, mais tous les autres, nous sommes prêts à faire les changements et à vivre avec ces changements. Donc, nous avons besoin pour rendre le monde plus sécuritaire pour les gens, puis aussi pour protéger le monde, des gens aussi. Malheureusement, nous sommes souvent hors de portée de ceux qui prennent les grandes décisions. Donc, les jeunes femmes doivent avoir une voix amplifiée, un siège à la table et pour en conséquence se sentir encore plus habilitées à agir, diminuer cette éco-anxiété, puis changer le monde. Parfait, en tout cas, merci pour ces mots, Ashley, qui nous donnent un peu une belle note d'espoir, en tout cas, pour la fin de cette série de questions. Je vous remercie en tout cas à toutes pour ces échanges. Du coup, là, on a terminé du coup, cette période d'échange autour des questions que nous avions à vous poser. Là, ça va être le temps pour une période de questions et d'échanges avec le public. Donc, si jamais parmi nos spectateurs, il y a des personnes qui veulent poser des questions, vous pouvez aussi bien utiliser l'onglet Q&R ou bien lever la main pour qu'on puisse vous donner l'accès au micro, à la caméra, pour que vous puissiez poser votre question directement. Je vais vérifier si pour l'instant on a des questions dans la section Q&R. Alors, je pense que non, mais le temps que ça arrive... Alors, j'en ai pas encore aperçu, mais moi, le temps que ça arrive, j'aurais une petite question, du coup, qui serait comment faire en fait pour parler de changement climatique sans justement essentialiser la femme, sans lui justement attribuer un caractère prédisposé à s'engager dans la lutte contre les changements climatiques. Si ça évoque une réponse à l'une d'entre vous. Est-ce que quelqu'un veut s'essayer? Est-ce que tu peux répéter la question, Leslie? Oh, je m'excuse, Jenna. Pas de souci. Non, ma question, en fait, ce serait comment faire, en fait, pour parler justement de l'engagement des femmes dans la lutte des changements climatiques, sans pour autant les réduire justement à un caractère qui fait, en fait, qu'elles sont prédisposées justement par nature à pouvoir s'engager pour la lutte, sans les essentialiser, en fait. J'allais juste dire que je n'ai pas de réponse. Puis, en fait, c'est une question que je pose souvent en tant que mère au front parce qu'en fait, ça serait une double essentialisation. Femme, mère, l'aspect maternel et aussi prendre soin de la terre. En fait, c'est quelque chose que j'ai pas encore résolu en dedans de moi. Je ne crois pas que toute femme devrait être mère ou c'est juste un espace où je me sens tellement moi-même avec mes années d'être mère que je gravite vers cet espace-là. Donc, c'est vraiment pas une réponse à ta question, Leslie, mais je pense que la solution, c'est d'avoir une diversité d'espaces, une diversité de places où les gens peuvent se sentir authentiquement eux et elles-mêmes et en sécurité pour trouver des solutions à leur image. Parfait. Merci, Jenna. Je vérifiais si on avait d'autres questions dans le Q&R, mais pas encore. Je pense que tout a été très, très bien expliqué et que le débat était déjà assez riche. Moi, je vais juste continuer avec une deuxième petite question. Du coup, je vais me permettre d'accaparer un peu l'auditoire. J'aimerais savoir du coup votre opinion, parce que là on sait que les dialogues climat interviennent en parallèle justement de la COP26 et justement aujourd'hui c'est la journée qui a été consacrée au genre dans le cadre de la COP26 et j'aimerais savoir si selon vous justement le fait justement de dédier une journée au genre dans le cadre d'un événement tel que la COP26, est-ce que justement c'est un bon moyen
de mettre en évidence le lien entre genre et changement climatique. Oui, Isabelle, tu peux y aller. Oui, je peux me lancer. Je dirais que oui, avec un bémol. Je veux dire, je pense que c'est bien déjà que je pense qu'on reconnaisse, là. Je pense que c'est un pas pour reconnaître qu'il y a que les deux conditions sont intimement reliées, puis que c'est important de travailler de pair, puis de comprendre les impacts différenciés et du rôle important. Je pense que les personnes, dont notamment les femmes qui sont le plus affectées, peuvent jouer justement dans la lutte contre les changements climatiques. Je dirais mon bémol, c'est en fait de faire attention, d'avoir une journée seulement dédiée et après de se laver les mains, d'essayer, on en a parlé, après on va retourner à business as usual, puis on va arrêter d'avoir, un peu comme on en parlait, d'avoir une analyse différenciée dans les décisions qui vont être prises dans les analyses budgétaires, etc. Donc, pour moi, c'est toujours un peu, je dirais, un peu, comme on dit en anglais, le red flag. Donc, de faire attention que c'est pas, on n'est pas, j'ai encore juste l'expression en anglais, mais un peu comme un jeton, là, Token. ouais, tokeniser. Donc voilà, donc en fait, oui, une partie de la réponse, c'est oui, c'est bien d'avoir une journée dédiée à ça, mais ça serait bien aussi de continuer dans le même esprit après pour le reste des discussions. Ouais, sur la durée. Est-ce que l'une d'entre vous avait quelque chose d'autre à rajouter, peut-être? Non? Parfait. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Je vais en tout cas en profiter pour vous remercier pour ces échanges. C'était vraiment une discussion très riche. J'ai apprécié, et je pense que tous les spectateurs aussi ont apprécié justement de pouvoir écouter vos différentes expériences, vos différents témoignages. On se rend compte que c'est vraiment important justement d'avoir différentes perspectives, d'avoir des personnes qui évoluent et agissent et s'engagent à différents niveaux. Je trouve que c'est justement ce qui manque peut-être aussi dans la lutte des changements climatiques, des discussions plus ouvertes qui permettent justement de croiser les perspectives. Mais malgré en tout cas vos témoignages et vos expériences différentes, on se rend compte qu'il y a vraiment de gros points de convergence, de gros points qui se rejoignent, surtout en ce qui concerne peut-être les facteurs qui motivent justement l'engagement des femmes dans la lutte contre les changements climatiques. Donc merci pour tout ça. Ça a été un vrai plaisir d'avoir un panel d'intervenantes et d'intervenantes très qualifiées et très appréciables. Donc voilà, j'aimerais vous remercier. J'aimerais également en profiter pour remercier du coup toutes les personnes qui nous ont permis d'organiser ce panel, notamment Gaïa Fèbre de Réalité Climatique, Catherine Caron d'Oxfam Québec et Barbara Mallet d'Oxfam Québec. Je vous invite également, donc pour les spectateurs, à suivre les différentes pages Facebook, des réseaux sociaux, des différentes organisations présentes, notamment aussi, à pas hésiter à googler nos différentes organisations pour retrouver, par exemple, les blogs écrits par Géna Web ou même les différents projets de tous les membres présents aujourd'hui. Et ça a été en tout cas un plaisir. Et je vais vous souhaiter du coup une très très bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonne journée.